Je suis Harald et je suis très heureux d'ouvrir ce webinaire co-organisé par ECOV et le Lierre autour d'une thématique importante et d'actualité. Comment peut-on, au niveau local, accélérer la transition écologique? En particulier, comment les nouvelles équipes municipales peuvent-elles passer à l'action concrètement en lien avec les autres acteurs locaux? Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec deux intervenants de qualité, Antoine Maudinet du Lierre et Marine Bruno d'ECOV. Merci à vous deux. En deux mots rapides, le Lierre est le réseau des professionnels de l'action publique engagés dans la mise en œuvre de la transition écologique. Pour ce qui est d'ECOV, ECOV conçoit et opère des services publics de lignes de covoiturage dans les territoires périurbains et ruraux. Pour ce qui est du déroulé du webinaire, Antoine va d'abord nous présenter Solutions Transition, qui est une boîte à outils à travers laquelle le Lierre et ses partenaires mettent à disposition des collectivités et des acteurs locaux des ressources pour passer à l'action en matière de transition écologique. Ensuite, Marine va nous proposer un zoom sur le sujet des mobilités en dehors des centres-villes. Elle partagera notamment des enseignements issus d'une enquête récente et elle fera le lien avec le projet de construire un système de transport collectif performant hors des zones denses. Enfin, Antoine conclura avec une mise en perspective avec la vision mobilité portée par Solutions Transition sur la base de la fiche mobilité en cours de finalisation. On va prendre vos questions et retours tout au long du déroulé via le chat. N'hésitez pas à interagir au fil de l'eau. On prendra plusieurs moments pour répondre aux commentaires. Ce webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne par la suite. Antoine, je te passe la parole pour démarrer avec Solutions Transition. Merci beaucoup Harald et merci également à Marine. Donc effectivement, je travaille au Lierre. Donc petit rappel aussi un peu pour ce qu'est le Lierre. Donc c'est effectivement une organisation qui regroupe près de 2500 membres, notamment des agents publics, également quelques chercheurs, quelques consultants, mais principalement des agents publics des trois fonctions publiques, où on se regroupe pour échanger, organiser des temps de réflexion, de formation entre pairs, proposer des idées, nourrir le débat public avec des tribunes, des notes, un livre qui a été publié également l'année dernière, qui s'appelle « Décider et agir », et de manière plus informelle aussi se rencontrer entre professionnels de différentes organisations qui travaillent à la mise en œuvre des politiques publiques et écologiques. Et donc pour revenir sur Solutions Transition, Solutions Transition, c'est un projet qui a été lancé par le Lierre avec une vingtaine d'organisations, celles que vous voyez là. Et pour vous ramener un petit peu à la genèse du projet, en fait, on a lancé ce projet parce qu'on avait au sein de notre réseau, on a environ 800 personnes qui travaillent dans les territoires, en lien avec les territoires, au Lierre. Des personnes qui travaillent dans des communautés de communes, en administration d'État, mais au niveau déconcentré, dans les régions, les parcs naturels régionaux, dans les départements. Voilà, toute une diversité d'agents publics à ces échelons-là. Et le son de cloche qui nous remontait était très, très différent de ce qu'on pouvait entendre au niveau national, avec notamment la récurrence du backlash, puisque apparemment, le bruit médiatique qui sortait de ce backlash, ce serait qu'au-delà des centres-villes, eh bien, les Français ne voudraient pas entendre parler d'écologie, qu'elle serait nécessairement punitive, et que les difficultés sur le ZAN ou sur les ZFE en seraient la preuve. Et en fait, ce n'était pas du tout, nous, ce qui nous remontait de notre réseau. Nous, ce qui nous remontait de notre réseau, c'est qu'en fait, un peu partout en France, notamment, y compris plutôt que notamment, mais puisque c'était surtout ce sujet-là, y compris dans les petites villes, dans les territoires ruraux, il y avait une envie d'agir sur la transition écologique. Mais bien souvent, ce qui pouvait pêcher, c'était les moyens financiers, c'était les moyens humains, les personnes pour mettre en œuvre ces transitions écologiques, et également tout ce qui est de l'ordre de l'ingénierie écologique, c'est-à-dire le savoir-faire, l'expertise pour mettre en œuvre ces politiques publiques. Et c'est pour ça qu'on a lancé Solutions Transition, qui est une réponse à ça. Et avant de développer davantage sur Solutions Transition, peut-être vous dire qu'on est très content parce que suite à ces remontées d'infos qui sont un peu quali, le Shift Project, il y a 2 mois, a sorti les résultats de sa grande consultation des maires, donc, où ils ont consulté plus de 3000 maires, et ils ont pu mettre des chiffres sur un petit peu ce qui était l'essence du pourquoi de Solutions Transition, puisque voilà, ce qui ressort de cette consultation, c'est que
beaucoup de maires appliquent déjà les politiques publiques de transition écologique dans le mandat précédent, que c'était quelque chose qu'ils prenaient en compte et qu'ils mettaient en priorité pour leur prochain mandat, mais qui manquait de moyens, qui manquait de formation, qu'il manquait de retours d'expérience concrets et d'expertise technique accessible. Donc, je vous renvoie à la grande consultation du Shift pour avoir les chiffres exacts là-dessus, mais on était content de voir que tout ça allait dans la même direction. Et donc, en réponse à ça, Solutions Transition, c'est avant tout un projet qui regroupe à la fois des fiches qui se veulent synthétiques, organisationnelles, sur une diversité de sujets en lien avec la transition écologique. Aujourd'hui, il y a 45 fiches disponibles sur le site de Solutions Transition. C'est également un endroit où on regroupe des ressources. Alors, l'idée des ressources, c'est avoir un format beaucoup plus varié, soit du podcast au grand rapport, et aussi de mettre en avant ce qui a déjà été fait par d'autres organisations et qui va dans la même philosophie que Solutions Transition. Et il y a également des événements un peu partout en France. D'ici l'été, on en aura organisé, d'ici le début de l'été, on en aura organisé une quinzaine. La semaine prochaine, il y en a à Paris et Lyon. La semaine d'après, à Fronton, en Haute-Garonne. À la fin du mois, à Rennes. Donc voilà, on est très content de pouvoir aussi venir organiser ces événements sur le terrain pour mettre en perspective ce dont on parle, ce qu'on évoque dans les fiches et dans les ressources. Et vous dire aussi que Solutions Transition, donc revenir sur le fait que ce soit un projet qui est partenarial. C'était très important pour nous de partager le diagnostic qui a été à l'origine de Solutions Transition et d'avancer ensemble avec un collectif d'organisation qui est extrêmement divers et qui vient apporter à la fois une légitimité, mais aussi des publics qui sont différents. Vous voyez parmi les partenaires, il y a à la fois des ONG environnementales comme la FNH, le WWF, des associations d'agents publics, la ATF, la DTINet, la DGCF, des grands opérateurs de l'État, l'OFB, le CNFPT, des acteurs qui sont un petit peu ensembliers, qui regroupent, qui font le pont entre une diversité d'acteurs, que ce soit France Ville et Territoires Durables, le Comité 21 ou encore la Fabrique des Transitions. Je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, avec Solutions Transition, ce qu'on essaye de faire, et avec tous ces partenaires, c'est d'apporter un petit peu le meilleur de l'ingénierie écologique et territoriale, qui s'adresse à qui? Alors principalement aux 2 millions d'agents publics territoriaux et aux 500 000 élus municipaux, parce que dans les petites villes, les villes moyennes et les territoires ruraux, et bien souvent, en fait, les élus ont un rôle d'agent, au sens où dans des communes où il n'y a que le ou la maire et le ou la secrétaire de mairie, nécessairement, les questions de mise en œuvre, c'est le maire doit mettre la main à la pâte. Donc, c'est principalement à ces personnes-là, que l'on s'adresse avec Solutions Transition, mais plus globalement à toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer à mettre en œuvre la transition écologique et solidaire et leur politique publique dans les territoires. Voilà, je crois que j'ai couvert l'essentiel pour vous présenter Solutions Transition. Merci beaucoup, Antoine. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez qui vous viennent en cours de route sur Solutions Transition. Marine, je te passe la parole. Oui, merci Harald. J'espère que vous m'entendrez bien. J'espère que ma connexion Internet va bien fonctionner. Je vais commencer par présenter rapidement qui on est, ECOV, ce qu'on fait. Donc ECOV, on est un opérateur de mobilité nouvelle génération. On est comme un mini Keolis ou un mini Transdev. On déploie et on opère des lignes de covoiturage pour le compte des collectivités locales. Aujourd'hui, on est une centaine réparties en France entre Lyon, Strasbourg, Nantes et Paris. On est une entreprise à impact, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on est labellisé ESUS. Et aujourd'hui, à peu près 20% de notre capital est public via l'ADEME et la Caisse des dépôts. Donc, on opère des lignes de covoiturage
Une ligne de covoiturage, c'est comme une ligne de bus, sauf que c'est des voitures de particuliers qui circulent et qui peuvent emmener les passagers qui attendent aux arrêts, à l'arrêt suivant ou à l'arrêt encore d'après. Donc ça prend la forme de lignes, comme on voit sur le schéma. Là, c'est le réseau des lignes de covoiturage qui se situe autour de la ville de Lyon. Et la vision qu'on porte derrière le principe des lignes de covoiturage, c'est de transformer la voiture en transport collectif. On applique les codes des transports collectifs classiques, un arrêt, une garantie départ, une assistance usagée. Vraiment, on reprend voilà, tous les codes qu'on peut retrouver sur une ligne de bus classique à la voiture. Voilà, transformer en transport collectif. Et l'objectif final, et ce pourquoi on travaille tous les jours, c'est augmenter le taux d'occupation des voitures. Ça, par exemple, c'est une image d'un des arrêts de covoiturage sur les réseaux START, qui est une ligne donc autour de Rennes. Et donc, un peu plus concrètement, pour les passagers, le parcours est assez simple. Je me rends à l'arrêt de covoiturage qui est le plus proche de chez moi. Une fois que j'arrive à l'arrêt, via l'application qui est l'application de la collectivité, enfin on est en marque blanche, donc l'application qui correspond au réseau local des mobilités, je fais une demande de trajet, je peux aussi faire par SMS, et un conducteur vient me récupérer à l'arrêt et m'emmène à ma destination, à mon arrêt final. On a en moyenne un temps d'attente sur les lignes de covoiturage de 4 minutes. Pour le conducteur, c'est assez simple aussi. Je rentre dans ma voiture, je lance mon application, je sélectionne les arrêts par lesquels je vais passer sur mon chemin. Je suis notifiée quand un passager attend à un des arrêts et je viens le récupérer. Donc aujourd'hui, on opère une 60aine de lignes de covoiturage en France pour le compte de collectivités locales dans des configurations territoriales un peu différentes. Je vais y revenir juste après. Et juste pour finir là-dessus, en fait, et ça résonne tout particulièrement là dans le contexte actuel de crise énergétique qu'on traverse, l'enjeu autour des lignes de covoiturage et un des objectifs aussi, c'est de passer d'une seule liberté, si on peut appeler ça une liberté, plutôt une liberté contrainte aujourd'hui, qui est l'usage de la voiture individuelle, passer de cette possibilité-là à potentiellement continuer à prendre sa voiture individuelle si on le souhaite, mais dans ce cas-là, on en paye le prix fort. Ou alors, ce qui devient possible, c'est mettre ses dispositions et du coup partager les frais de l'usage de la voiture ou devenir passager d'un mode de transport fréquent et fiable. Et en fait, de cette manière-là, on intègre les automobilistes, les usagers de la voiture, les personnes qui aujourd'hui n'ont pas vraiment d'alternative à la transition. Le fait de pouvoir mettre ces sièges libres à disposition, les transformer en capacité de transport sur le territoire, c'est assez structurant. Et voilà, en fait, c'est un nouveau narratif de transition qui est vachement plus inclusif que certaines pensées, certains courants qui disent que le but, c'est pas de blâmer les gens qui utilisent leur voiture, plutôt de valoriser la ressource que constitue leur siège libre. Je vais vous livrer là quelques enseignements. On va pas tout présenter, mais quelques enseignements issus d'un sondage qu'on a réalisé avec l'Institut IFOP. On a révélé les données assez récemment. Les données que je vais vous présenter permettent de comprendre un peu mieux quelle est la réalité de la mobilité des Français aujourd'hui et quelles sont leurs attentes en matière de report modal. Donc, la réalité de beaucoup de Français aujourd'hui, et de manière assez évidente et connue, c'est que la mobilité aujourd'hui, elle se traduit beaucoup par l'usage de la voiture. Donc, ça ressort des données nationales transport, du SDES, c'est à peu près 80% des kilomètres parcourus en France sont parcourus en voiture. Ça ressort également donc dans cette enquête qualitative. Lorsqu'on demande aux gens, mais quel est le mode de transport que vous utilisez le plus au quotidien, majoritairement pour vos trajets du quotidien, 57% des personnes répondent la voiture individuelle en solo.
Et en fait, quand on leur demande, mais est-ce que vous avez recours est-ce que vous avez accès à des alternatives à l'usage de la voiture individuelle, plus de 50% des gens disent ne pas disposer de réelles alternatives concrètes à l'usage de la voiture. Donc en fait, ces résultats ils traduisent avant tout un usage de la voiture dominant par le manque d'alternatives. Ce n'est pas le souhait de forcément ne pas partager sa voiture à tout prix. Ça, c'est plutôt assez minoritaire en fait dans les sondages, les gens qui ne veulent pas partager leur voiture. C'est plutôt par manque d'alternatives concrètes de qualité que les gens sont dépendants de l'usage de la voiture au quotidien. Et donc, ça laisse, entre guillemets, un espoir de changement et des opportunités intéressantes de construction d'alternatives de qualité. Quand on demande aux gens quelle est la fréquence de passage d'un transport en commun pour que vous considériez l'offre suffisante pour ne plus utiliser votre voiture, en fait, on se rend compte que beaucoup de personnes souhaitent un passage très fréquent du mode de transport de l'ordre de 10 minutes ou moins. Ce qui constitue donc voilà, la fréquence, et on l'a déjà, c'est quelque chose qui est assez connu, c'est une variable très, très importante très importante pour générer du report modal. Un deuxième enseignement, au-delà de la fréquence, c'est la nécessité de disposer d'un bouquet d'offres, d'un bouquet de solutions de transport différentes. On a demandé aux gens s'ils étaient sensibles au fait qu'il puisse y avoir à la fois sur leur trajet du bus, une ligne de covoiturage, une ligne de train, pour pouvoir leur permettre de lâcher l'utilisation de leur voiture individuelle. En fait, c'est assez majoritaire, les Français qui souhaitent disposer de plusieurs alternatives sur leur chemin. On constate d'ailleurs en zone urbaine. Aujourd'hui, en zone urbaine, on a accès à la fois sur un même axe, potentiellement à une ligne de tram, à une ligne de bus. On peut utiliser son vélo, un vélo en libre service, on peut marcher. Et c'est la possibilité de choisir qui est assez déterminant également dans la proportion à se séparer de la voiture individuelle. Et voilà. Et donc, fort de ce constat, du fait il faut déployer un système alternatif de qualité, à la fois fréquent, avec une multiplicité d'offres qui permet de constituer un système multimodal qualitatif, donc fiable, rapide et donc fréquent. Comment est-ce qu'on fait concrètement en dehors des centres-villes? Donc, chez ECOV, on a posé une vision pour le système multimodal au-delà des centres-villes qui permet potentiellement, l'objectif, c'est de permettre à 80% des Français de vivre express à la voiture à moins de 10 minutes de leur domicile. Comment est-ce qu'on structure ce système multimodal? Eh bien, sur la base de la fréquence, on vient apposer un mode de transport qui correspond à la densité territoriale du territoire par ce mode. Par exemple, si on peut remplir un RER métropolitain qui passe toutes les 10 minutes, si on peut mettre 300 personnes dedans, eh ben, on déploie un RER métropolitain. C'est ça qui fonctionnera le mieux. Si on peut mettre 10 personnes dans une ligne de car qui circule toutes les 10 minutes, ben, on peut mettre une ligne de car express. Et c'est ça qui fonctionnera très bien pour cette typologie de territoire et d'axe. Et si on peut mettre 3 personnes dans une voiture qui circule toutes les 10 minutes, on peut mettre une ligne de covoiturage express. Et de cette manière-là, on vient mailler le territoire de mode fréquent dont la capacité est adaptée au volume de flux. Sur les gros flux du RER, des lignes de car express sur les flux moyens, entre guillemets, et on complète le maillage par des lignes de covoiturage express. Si on regarde par exemple à l'échelle de la Bretagne, ici on a modélisé les flux qui justifient des lignes de RER métropolitain. En augmentant le potentiel, ici on voit les flux qui justifient des lignes de car express. Et là, le flux qui justifie des lignes de covoiturage express. Donc, vous voyez bien qu'on peut en fait mailler assez finement le territoire de solutions cadencées, fréquentes, express. Et ça donne le résultat à
à l'échelle nationale. On a modélisé l'impact socio-économique et l'extension de la couverture territoriale permise par ce système multimodal hors zone dense. C'est une étude qu'on a réalisée pour Transport et Environnement et l'Institut des mobilités en transition, qui dépend de l'IDRI. Et donc, on ne va pas révéler tous les résultats là. En tout cas, des cartes qui sont assez intéressantes et révélatrices du potentiel, c'est celle-ci. Donc, à gauche, on voit dessiner les lignes de TER hors Île-de-France, dont la fréquence est inférieure ou égale à 1 heure en heure de pointe. Et à droite, on voit l'extension du domaine de transport collectif qui est permise par l'ajout des lignes de car express et de covoiturage express. Donc, lignes de covoit en bleu et les lignes de car express en rouge. Donc, on voit vraiment que le fait de disposer de modes plus petits qui s'adaptent également à des flux moins importants permet de mailler le territoire plus finement. On va faire un petit zoom rapidement sur les services express routiers, qui sont donc l'alliance des lignes de car express et des lignes de covoiturage express. En fait, il y a des complémentarités vraiment intéressantes entre ces deux modes qui peuvent être déployés et des synergies, vraiment des avantages à penser ces deux modes en complémentarité, notamment sur le même axe et sur des axes différents. Donc, typiquement, ce cas d'étude assez théorique, le car, il a tendance à couvrir des origines-destinations de centre à centre. Il peut également couvrir des origines-destinations intermédiaires. Et le fait de rajouter une ligne de covoiturage sur le même axe permet un renfort de fréquence, c'est-à-dire, mais en fait, j'arrive à l'arrêt, et je prends le premier mode qui passe, que ce soit une ligne de covoiturage, enfin, que ce soit qui circule sur une ligne de covoiturage ou un car qui circule sur une ligne de car express. Donc, je prends le premier mode. Donc, globalement, il y a un renfort de fréquence qui permet d'obtenir des parts modales plus élevées parce que le système est plus attractif. Le covoiturage, elle permet également de couvrir des arrêts intermédiaires complémentaires qui ne sont pas forcément intéressants pour le car express parce que le potentiel n'est pas forcément assez élevé. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans les modélisations que j'ai montrées sur la région Bretagne, sur la carte de France après. Les lignes de covoiturage peuvent permettre également de couvrir des branches additionnelles en rabattement ou en diffusion, là où la ligne de car n'est pas forcément pertinente. Là, je vais passer rapidement, on pourra détailler si besoin. En fait, le fait de construire un système multimodal alternatif, ça augmente la part modale. Donc, ça augmente le nombre de personnes qui peuvent être concernées par ces modes et qui sont donc en capacité de se séparer de leur voiture individuelle. Et ça permet, par ailleurs, à fréquence augmentée, de réduire pour autant le coût d'exploitation parce qu'on adapte vraiment la capacité de transport mise à disposition à la demande. Concrètement, en termes de mise en œuvre opérationnelle, ça peut se traduire par des infrastructures qui permettent vraiment de faciliter la rupture de charge, c'est-à-dire le changement d'un mode à un autre, l'intermodalité. Donc là, par exemple, ici, sur ce visuel, c'est un pôle multimodal en Savoie. On voit à la fois un arrêt de bus, un abri covoit, un arrêt de covoit avec une encoche qui permet aux conducteurs de stationner de manière sécurisée. Et on voit également des arceaux vélos et un box vélo sécurisé pour faciliter le premier et le dernier kilomètre des usagers, avec un parking également pour les personnes qui arrivent en voiture. Ça, c'est une brique, c'est de l'infrastructure. Il y a également des briques servicielles qui peuvent être développées et que nous, on est en train de concevoir avec des collectivités, des briques logicielles notamment, sur comment on construit un système combiné et comment on fait en sorte que ce soit le plus facile pour l'usager. J'arrive à l'arrêt, je prends le mode qui me correspond et tout ça, c'est visible sur le MAS, sur l'application locale des mobilités. Donc, une fois donc là, j'ai posé le cadre théorique de système multimodal à déployer hors des zones denses, donc avec comme ligne de mire, comme colonne vertébrale, la fréquence, la rapidité et la fiabilité. C'est autour de ces paramètres-là qu'on construit et qu'on déploie l'offre. Comment concrètement
certains projets ont été mis en place sur le terrain. Donc, c'est un peu l'objectif de cette dernière partie, de vous partager quelques retours d'expérience, notamment en matière de gouvernance de projet. Comment certains projets se sont construits dans des configurations territoriales assez différentes. C'est clé, ce sujet des coopérations territoriales. Et je pense que je n'apprends rien à personne, mais dans le sens où les flux et la mobilité dépassent bien évidemment les frontières administratives des collectifs, enfin des communes. Donc, il y a un enjeu très fort autour de la construction de projets qui impliquent plusieurs échelles territoriales et plusieurs communes, collectivités différentes. Donc, il y a des projets qui sont nés au travers de coopérations directes entre des métropoles et des intercommunalités rurales et périurbaines. Par exemple, ici, en haut à gauche, on voit le réseau de lignes de covoiturage qui est situé autour de Grenoble et qui a commencé d'abord, alors aujourd'hui, c'est un réseau qui est porté par le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, mais ce projet a commencé par 2 projets, un contrat qu'on a eu, donc, un contrat qu'on a signé avec la communauté de communes du Grésivaudan et un groupement de commandes entre la métropole et le Pays Voironnais. En haut à droite, c'est la ligne de covoiturage qui relie Lyon à Bourgoin-Jallieu, qui aujourd'hui s'est étendue en un réseau de lignes qui est porté notamment par le Citral, la métropole de Lyon, mais qui a commencé par une seule ligne et qui a été donc portée par la CAPI, la communauté d'agglomération de la Porte d'Isère et la métropole de Lyon. Et en bas, c'est le réseau Covoit-Ici, à Yvetot en passant par Barentan, et qui est là, pour le coup, porté par la métropole de Rouen, avec la communauté de communes d'Yvetot et la communauté de communes de Caux-Osterbert, proche de Barentan. Donc, il y a des configurations territoriales de ce type-là. Il y a d'autres configurations intéressantes. Le projet nantais en est une illustration. Le projet de ligne de covoiturage autour de Nantes est tout récent. Il vient d'être ouvert il y a quelques jours aux passagers. Et en fait, c'est un projet qui est porté par l'Alliance des territoires de Nantes Métropole avec plusieurs communes, la CCEG, la communauté de communes de l'Estuaire-Issillon, du Pays de Blain, de Clisson-Sèvres et de Maine-Aglo. En termes de portage territorial, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, il y a des projets qui sont portés par des syndicats mixtes des mobilités. Donc là, ici, c'est l'exemple du Citral, qui a donc repris, le réseau intègre la première ligne que je vous ai montrée, Lane, entre Bourgoin et Lyon, qui en fait s'est étendue à plusieurs lignes. Et le Citral, pour ça, travaille également avec des communautés de communes qui sont même hors de son champ d'application, hors de son périmètre, pour construire des lignes qui vraiment répondent aux besoins des habitants dans un périmètre assez élargi. Donc, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise porte le réseau M-Covoit Ligne Plus, dont j'ai parlé aussi, autour de Grenoble. Il y a également donc, Nouvelle-Aquitaine Mobilité. On va déployer, on est en déploiement de lignes de covoiturage autour de Bordeaux dans ce cadre-là. Et après, donc, Bretagne Mobilité qui est en structuration et Hauts-de-France Mobilité pour qui on est en train pour qui on a réalisé des études pour évaluer le potentiel de lignes de covoiturage également. Une autre configuration territoriale intéressante pour le portage des lignes de covoiturage, c'est des portages régionaux qui sont assez récents. Ici, c'est l'exemple de la ligne de covoiturage ZOO qui relie Toulon à Cuers et qui est portée par la région Sud. Et depuis assez récemment, on opère également des lignes de covoiturage donc voilà, en Île-de-France, il y a 3 lignes qui ont été déployées. Il y a des moments progressifs d'autres lignes dans le champ. Enfin, un autre exemple intéressant, c'est ce qui se passe en ce moment dans le Finistère autour des lignes de covoiturage. Un premier projet de ligne de covoiturage est né donc en 2023, porté par Brocéliande Communauté. Et en fait, 3 communautés de communes
ont ensuite développé des réseaux de lignes de covoiturage, donc Montfort Communauté, Bretagne Romantique et Saint-Méan. Et en fait, le but et la spécificité et l'intérêt de ces projets, c'est que l'objectif, c'est de concevoir des synergies entre ces réseaux, qu'il y ait il y a des mutualisations au niveau de l'animation, de la communication. Il y a un plan unifié de ces lignes qui va également être développé. Voilà, dans le but de concevoir non pas chacun des réseaux indépendamment, parce qu'on sait que les flux dépassent bien évidemment la frontière de ces communautés de communes, plutôt de penser ces réseaux en synergie, en utilisant de réduire certains coûts d'exploitation. Voilà, et je crois qu'Harald, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Marine. Je m'empresse de repasser la parole à Antoine pour enchaîner sur la partie mobilité qui est en cours de finalisation côté solutions transition. Merci Harald et merci beaucoup Marine aussi pour cette présentation. Peut-être déjà donc effectivement, je vous parlais du contenu de cette fiche qui est en cours de finalisation et commencer par vous rappeler d'où je parle. Donc je parle au nom des agents publics qui ont contribué à la rédaction et qui contribuent à la relecture de cette fiche. D'ailleurs, dans le contenu, on s'inscrit tout à fait sur ce que Marine a développé sur la nécessité d'un bouquet d'offres pour diversifier les solutions. Pour nous, cette transition des mobilités en zone peu dense, elle passe aussi par l'idée d'optimiser les usages et de s'appuyer sur les solidarités locales. Je vous en parlerai un petit peu plus. Pour commencer sur la question de la multimodalité, c'est donc organiser moins de dépendance à la voiture et commencer par dire que réduire la dépendance à un seul mode de transport, au seul mode de transport qu'est la voiture, c'est réduire les inégalités. Aujourd'hui, il y a 9 millions de ruraux en France qui sont en situation de précarité mobilité, qui ont des revenus insuffisants pour les dépenses de carburant, qui ont des conditions de mobilité qui sont contraintes et qui ont des restrictions de déplacement. Il y a même une partie de la population qui n'a pas de véhicule, qui ne peut pas ou ne sait plus conduire, qui rencontre des difficultés financières et d'organisation pour se déplacer. On les retrouve notamment en plus grand nombre chez les jeunes, chez les femmes, chez les personnes âgées, chez les personnes en situation de handicap, chez les ménages modestes. Tout ça dans un contexte où la distance médiane entre le domicile et le travail a augmenté de plus de 50% ces 20 dernières années. Donc on voit vraiment que la question de la transition de mobilité en zone peu dense, c'est à la fois un défi écologique et un défi social, que les deux sont entremêlés. Une fois qu'on a dit ça, il y a un sujet qu'on ne peut pas ignorer, c'est le sujet du financement. La Cour des comptes estime que les besoins en financement de mobilité pourraient augmenter de 3 à 6 milliards dans les prochaines années. Donc sur cette question du financement, au cœur du sujet, il y a la contribution des usagers. La gratuité des transports, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas la panacée. Elle génère une hausse du trafic, mais un faible report modal des automobilistes. De sorte que le coût du service, il augmente sans véritable gain social ou environnemental évident. Une approche par quotient fiscal, qui est donc une approche plus progressive en fonction des moyens des personnes et des usagers, notamment pour les publics les plus jeunes, ça permet de rester efficace sans trop taper dans les capacités d'investissement dans le réseau de la collectivité. D'autres leviers qu'on a identifiés dans la fiche, c'est déjà le versement mobilité qui permet de financer les transports en commun, qui est mobilisable à condition que la collectivité ait mis en place un réseau de transport collectif, et qu'elle soit autorité organisatrice de la mobilité. Il y a aussi tous les appels à projets ou les appels à manifestation d'intérêt qui ont été développés ces dernières années par l'État, qui en a lancé pas mal, notamment avec l'ANCT et l'ADEME, pour financer des opérations de redynamisation des mobilités. Donc là, je pense à Vélo 3, à Territoire cyclable, au Crédit d'économie d'énergie, au Territoire à écomobilité inclusive. Donc, ces dispositifs, ils permettent aux collectivités qui en sont lauréates de bénéficier d'un cadre souple pour accompagner les changements de pratiques, d'un accompagnement méthodologique, d'un soutien financier évidemment, c'est ce que les collectivités viennent chercher avant tout, et d'un droit à l'expérimentation. C'est pas, là encore une fois, on n'est pas non plus sur une solution parfaite. On constate que la portée, elle est limitée, avec une échéance courte, et ça oblige derrière
les territoires, enfin du moins les collectivités et les exécutifs à financer par la suite de manière plus seule les services initiés. Donc, je voudrais continuer en vous parlant de quelques solutions qui sont évoquées dans cette fiche, et notamment deux solutions sur la question de la multimodalité, là aussi pour repenser le partage de la route en faveur du vélo. Vous parlez d'une étude de la FNH et du WWF. Ces deux études, vous les retrouverez d'ailleurs sur le site, déjà aujourd'hui sur le site Solutions Transition, dans la partie ressources. Donc, de manière assez intéressante, la FNH a montré qu'il suffirait de mobiliser environ 3,5% du réseau routier pour donner durablement plus de place au vélo. Et la moitié de ce report, ça se ferait via des tronçons de voirie qui sont déjà réaffectables en l'état, donc sans aménagement complémentaire. Ça coûte très peu et ça évite d'artificialiser davantage. L'étude du WWF, elle montre que le développement de réseaux express vélo permettrait à 1,7 million de personnes aujourd'hui qui ne sont pas desservies par les transports en commun de bénéficier d'un désenclavement. Et ça, même d'un point de vue économique, ce qui montrait, c'est que ça ferait 1 000 € d'économie par an pour chaque automobiliste qui passe au vélo, si on prend en compte le carburant, l'entretien, l'assurance, voilà. Et en ce moment, le carburant encore plus. Une autre, au-delà de ces deux études des deux partenaires de Solutions Transition, enfin de deux des partenaires de Solutions Transition que sont la FNH et le WWF, dans cette fiche, on développe aussi l'idée de développer une mobilité inversée, ou encore une démobilité, en tout cas d'essayer de rapprocher les services des habitants avec des services itinérants, ce qui permet de limiter les déplacements contraints, de lutter contre l'isolement et d'améliorer l'accessibilité des services dans les territoires ruraux. Ça, c'est un petit peu des solutions globales, en tout cas, qui sont évoquées dans cette fiche. On fait aussi un petit peu, on met la focale sur deux exemples de collectivités, de communautés de communes, plus précisément, et des solutions qu'elles ont mis en place. J'aimerais d'abord vous parler de la communauté de communes du Clunisois, où voilà, pas mal de choses ont été mises en place, vous allez voir, et la mobilisation citoyenne, elle a été décisive dans ce fonctionnement-là. Donc la communauté de communes du Clunisois, c'est en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un territoire où il y a 32 habitants par kilomètre carré. La moyenne des communes, c'est 350 habitants. Il n'y a aucune voie de chemin de fer qui dessert le territoire. Donc la ligne principale de transport par car, elle est gérée par la région. Et dans ce cadre-là, il y a des collectifs d'usagers qui ont été mis en place pour permettre d'améliorer de manière un petit peu continue les autorités organisatrices de cette ligne de transport par car pour une meilleure information sur les aléas et sur les horaires, ce qui permet d'améliorer le taux de remplissage. Aussi sur le sujet des mobilités actives, en l'occurrence du vélo, il y a une carte cyclable qui a été créée, une carte cyclable du territoire qui a été créée par des citoyens pour partager les itinéraires spontanés des cyclistes. Donc ça permet de mieux distinguer les routes à voiture des routes à vélo. Il y a aussi des navettes rurales qui ont été mises en place. Donc là, c'est la communauté de communes. Elle a mis à disposition d'associations de voisinage des navettes électriques de 9 places. Chaque association de voisinage confie le véhicule à des chauffeurs bénévoles qui organisent en concertation avec les différentes communes des déplacements réguliers vers les marchés de proximité, vers l'hôpital, au cinéma, à la salle de spectacle et d'autres activités culturelles. Et donc, ça permet d'être beaucoup plus sobre en budget de fonctionnement, puisqu'on repose sur le bénévolat des chauffeurs, et aussi pour la recharge qui est faite dans les locaux techniques de la mairie. Donc, ça permet de mêler sobriété, écologique bien sûr, mais aussi économique pour les communautés de communes, et une grande souplesse dans la desserte. On peut aussi y voir une dimension de convivialité, puisque voilà, ça permet de tisser des liens. Un autre aspect qui a été un choix politique qui a été fait par cette communauté de communes, c'est de répartir les services publics, de les mailler un petit peu partout sur le territoire. La Maison France Service, les centres loisirs, les crèches, les bibliothèques rurales, les piscines sont un petit peu partout sur le territoire.
et la communauté de communes soutient les commerces de proximité. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas tout polariser à un seul et même endroit, pour ne pas créer de dépendance. Et voilà, quelque part, de citoyens de seconde zone à l'intérieur de la communauté de communes, du fait des déplacements supplémentaires que certains auraient à subir, là où tous bénéficieraient de là où tout se concentre pour les services publics. Il y a aussi un travail qui a été fait avec les employeurs pour améliorer la mobilité domicile-travail. Donc là, c'est en fait une concertation régulière qui est menée avec les principaux employeurs du territoire pour analyser les pratiques de mobilité des salariés et leur proposer des formules qui soient le plus adaptées. Dans cette dimension de concertation, il y a aussi l'exemple de la communauté de communes de la vallée de Kaisersberg, qui est en Alsace. Eux, ils ont mis en place une démarche de construction de solutions avec des habitants qui sont tirés au sort, avec des acteurs associatifs et avec des acteurs économiques. Donc, ils ont pris le temps de mettre à niveau les connaissances de chacun, de prendre des retours d'expérience d'acteurs d'autres territoires qui occupaient leur fonction, avant de formuler leurs propositions aux élus. Et le fait d'avoir pris ce temps-là initial, ça permet derrière en aval de limiter les risques financiers, les risques opérationnels et de s'assurer d'une bonne qualité, d'une bonne pertinence des projets. Donc voilà des exemples, des sujets, des idées qui sont développées dans la fiche qui sortira bientôt sur Solutions Transition et dont on espère qu'elle pourra vous aider, vous orienter et vous inspirer. Merci beaucoup, Antoine. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. J'en vois une de Julien que je prends en direct. Question plus générale, est-ce que le covoit domicile-travail du quotidien hors ligne ECOV est une gageure? Y a-t-il des applis, des territoires qui ont trouvé un modèle éco pérenne? Donc, dans le covoiturage du quotidien, il y a deux formes principales. Il y a les plateformes de covoiturage planifié, notamment Blablacar Daily, Caros ou Mobicop, que vous connaissez peut-être. Et il y a les lignes de covoiturage express telles qu'on les fait avec ECOP, donc sans rendez-vous, voilà, sans réservation. Dans les deux cas, le modèle économique a convergé, ce qui n'était pas le cas initialement, mais a récemment convergé vers un modèle orienté service public, collectivité locale. Pendant longtemps, ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait aussi des dispositifs nationaux type certificat d'économie d'énergie qui poussaient certains acteurs à proposer des modèles qui n'étaient pas orientés, qui ne passaient pas par les collectivités locales. Donc maintenant, tous les acteurs convergent sur le sujet. Donc c'est le modèle économique des transports publics. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de modèle économique directement d'autofinancement entre les opérateurs et les usagers. Il faut nécessairement une intervention publique, comme dans les transports publics traditionnels, pour que les modèles des opérateurs soient à l'équilibre. Ce qui appelle, à notre sens, en retour, des exigences associées au service public, au grand principe du service public, en matière de qualité de service, de continuité, d'accessibilité, de transparence sur les données, etc. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci à vous, Marine et Antoine, pour vos interventions très intéressantes. Pour conclure, Merci, Harald. merci. Les prochaines étapes, si vous souhaitez être tenu informé de ces sujets passionnants, vous allez recevoir un mail automatique suite à ce webinaire avec les slides, la présentation et le replay en vidéo. On va probablement aussi le mettre en ligne sur les chaînes YouTube et sites internet. Voilà, vous aurez les liens le moment venu si vous le souhaitez. On va également vous envoyer un questionnaire de satisfaction. Ça nous aiderait beaucoup que vous y répondiez. On développe ce nouveau format de webinaire et on cherche à s'améliorer. Donc, très preneur de vos retours et suggestions. Ensuite, sur les prochaines étapes côté ECOV et côté solutions de transition. Donc, côté ECOV, on va proposer d'autres webinaires dans les mois à venir. Notamment, vous pouvez noter la date du 19 mai en partenariat avec le WWF autour de fiches d'action, de fiches d'action de politique publique locale. Vous recevrez un lien d'inscription dans le mail de suivi du webinaire du jour. On va faire aussi un autre webinaire avec Famille Rurale et PADAM un peu plus tard. Vous pourrez également être tenu informé si vous le souhaitez via notre newsletter. Côté solutions transition,
Il y a également une actualité très riche, Antoine l'a mentionné tout à l'heure. Donc, il y a la publication à venir de la fiche pratique sur les mobilités. Il y a plusieurs webinaires à venir avec notamment Idealco et la Gazette des communes avant l'été. Et puis des événements physiques dès le mois d'avril à Lyon, à Paris, à Fronton ou encore à Rennes. Pour être tenu informé, n'hésitez pas à aller sur le site internet de Solutions Transition. On vous renverra le lien au besoin dans le mail de suivi, depuis lequel vous pouvez vous inscrire à leur newsletter dans laquelle vous aurez toutes ces infos. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. C'est le moment de conclure. On espère vous revoir pour d'autres webinaires. De nouveau, merci aux intervenants et très bonne suite de journée. Merci Harald. Merci à toutes et à tous. Bonne journée à tous et tous. Merci. Bonne journée.